Mesdames et messieurs, bonsoir et merci encore une fois pour votre fidélité à ce programme. En parlant d'actualité internationale, nous allons nous intéresser au sort des 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, la CEDEAO a émis un ultimatum envers ce pays d'Afrique de l'Ouest. Il semble y avoir un développement en ce sens, simplement parce qu'hier, une délégation ivoirienne menée par le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire était reçue par le chef de la junte militaire, le colonel Assimi Goïta. Une entente semble se dessiner à l'issue de cette rencontre. Nous allons en décrypter la teneur à l'occasion de ce format d'Afrique et le monde. Ce sera avec Morgane Assogba Mentondi. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes analyste et expert en géopolitique et aussi collaborateur à l'Institut de formation et de recherche pour la paix et la sécurité internationale. Merci de votre présence. Hamzat Abdoulaye. Bonsoir. Consultant analyste politique. C'est un plaisir d'être encore là. Joël Atay-Guédégué devrait nous rejoindre sous peu pour apporter sa lumière à cette question. Donc, ce sera la seule thématique de notre numéro d'aujourd'hui. On va voir ce premier élément qui résume quelque peu cette rencontre intervenue il y a quelques heures. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête d'une forte délégation reçue par le président de la transition. Cette audience élargie à certains membres du gouvernement a essentiellement porté sur la situation des militaires ivoiriens en détention ici au Mali. Une situation qui met à froid les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. Et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. La rencontre s'est passée dans un esprit fraternel, de compréhension mutuelle. À la suite de cette audience, la délégation ivoiro-togolaise a eu un temps d'échange plus élargi avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et le chef de la diplomatie malienne. Ce cadre a permis aux différentes parties d'élaborer un mémorandum, lequel document servira d'appui pour avoir un dénouement heureux de la situation qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les surmonter, nous privilégions toujours la voie du dialogue, la voie diplomatique, pour pouvoir trouver une issue par rapport à cela. Et ceci, il l'a réitéré malgré le fait que la question soit portée devant les instances judiciaires, mais elle ne peut être réglée en oubliant la profondeur et la densité des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Dans ce cadre-là, nous avons eu déjà quelques échanges. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de recevoir cette importante. Voilà, Morgane Assogba Mentondi, qu'est-ce que vous en dites? Les mots sont choisis, il y a comme une détente, hein. On ne va pas parler à la place des acteurs, mais on n'est plus forcément là dans l'invective, on est dans une autre phase un peu plus, on va dire, collaborative. Oui, je peux constater avec vous, suite à cet élément, que la phase collaborative est en train de se manifester, parce qu'on ne dira pas qu'elle est entamée. Elle a été entamée depuis et aujourd'hui on est en train de se rendre compte que il y a un mémorandum qui a été signé. Maintenant on ne sait pas quel est le contenu de ce mémorandum, ce qui serait très intéressant de le savoir. Et déjà tout de suite on peut quand même dire que les négociations sont en train d'aller dans le sens d'un dénouement qui serait satisfaisant pour toutes les parties. Il doit y avoir quelque chose que le Mali va gagner. Et certainement quelque chose que
la Côte d'Ivoire va gagner. Oui, bon, ça, pour le moins, on peut parier là-dessus. Oui, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne voit pas forcément la CEDEAO en avant. Même si on a le Togo qui est là, ce n'est pas en tant que forcément représentant de la CEDEAO. C'est une rencontre bilatérale avec une tierce partie qui est le Togo. Et donc, tout de suite, on peut dire que les partis ont décidé d'apporter soit un coup de main à l'institution sous-régionale ou de prendre la question à bras le corps. Et donc, ce n'est pas forcément la dynamique de la CEDEAO qui serait en train de porter les fruits, mais surtout, et ce que nous avons toujours dit ici, l'aptitude des acteurs même concernés à pouvoir s'asseoir et négocier. Bon, en même temps, la CEDEAO n'a pas donné plus de précision que cela la dernière fois. Tout ce qui importait au chef d'État, c'est que les soldats soient libérés à une échéance bien précise. Maintenant, que ce soit la médiation togolaise qui reprend du poids de la bête, l'essentiel, c'est que le résultat y soit. Vous êtes avec de l'aide. L'essentiel est que le Mali a su trouver la bonne formule pour mettre sur la table les Ivoiriens. C'est ce que certains disent. Pas pour ne pas perdre la face, parce que vous savez, ça fait 6 mois que ça dure, ça fait 6 mois que le Mali tient Mondicus, que c'est 46 mercenaires qui ont foulé le sol de son aéroport. Donc, comme mon confrère l'a rappelé très bien, on ne sait pas le contenu du mémorandum. Donc, il faudrait bien savoir le contenu avant de se prononcer sur les différentes parties qui se sont impliquées ou avant de se prononcer sur celui qui gagnerait le plus dans cette histoire. Mais ce qui est certain, c'est que le Mali a tenu très bon. Et il faut les féliciter, parce que vous avez écouté tout à l'heure M. Téné Ouattara, il a dit « Monsieur le Président ». Oui. Le président du Mali. Donc ça a changé aussi à ce niveau. Ce n'est plus le président de la junte, ce n'est plus une communication diplomatique un peu tendancieuse, c'est beaucoup plus clair et sur la table, on voit que c'est plus clair et que les Ivoiriens ont changé le fusil d'épaule. Alors, par rapport, je l'ai entendu dire aussi d'une façon aussi circonspecte, c'est que on n'a pas parlé de la CEDEAO dans cette histoire. Ce qui est clair, c'est que la CEDEAO a mis en avant, on ne peut pas le nier, un ultimatum jusqu'en janvier. Et dans la foulée, on voit que c'est la même période. Donc, on peut se dire ça a été une sorte d'accélérateur, pas un coup de pression, parce que la pression, vous savez très bien avec moi, le Mali n'a jamais eu de pression. Malgré les sanctions, ils ont tenu bon et j'en passe. Donc, ça a été un accélérateur, c'est certain. La médiation togolaise aussi, il faut le souligner, a vraiment été utile pour le décampement de la situation. Parce qu'il faut aussi se dire, est-ce que ça va se décanter complètement? Vu que le 25 novembre dernier, le parquet avait transmis les juges d'instruction, pour la première instruction, avait transmis le dossier au parquet. Et c'est un dossier qui reste juridique. Donc, on aura deux options. Soit on aura un acquittement pur et simple de ces soldats, de ces 46 soldats, soit on aura droit à une condamnation. Parce que c'est toujours, quand c'est juridique, on n'a que ces deux issues. Donc, on va voir si le processus juridique ira jusqu'à son terme. On ne sait pas le contenu aussi, d'où ma prudence de ce mémorandum. Est-ce qu'on va aller jusqu'à une grâce? L'avenir nous le dira. Évidemment, dans ces juges diplomatiques, personne ne s'attend à ce que le contenu du mémorandum in extenso soit publié. Là, on est dans des relations diplomatiques assez particulières pour ménager les uns et les autres. L'essentiel, c'est que l'issue soit celle que tout le monde attend. Oui, l'essentiel, c'est que l'issue soit celle que tout le monde attend. Mais qu'est-ce que tout le monde attend? Et qui est ce tout le monde-là? C'est vrai que pour la plupart des personnes concernées, la meilleure chose aujourd'hui qui pourrait arriver pour le bien de cette sous-région, c'est qu'on relâche quand même ces soldats et que l'ambiance de l'intégration régionale reprenne le dessus par rapport à l'ambiance conflictuelle qui semble exister. C'est vrai qu'ici, actuellement, on parle du Mali, mais il y a quelques jours, on parlait d'une brouille diplomatique entre le Burkina Faso et le Ghana, qui se retrouve même dans l'initiative d'Accra. Et on est aussi content de dire qu'on a des débuts de refroidissement de la température de cette ambiance conflictuelle. Et donc aujourd'hui, ce qui est important et qui est clair, c'est qu'il faudra passer outre la procédure juridique si on veut connaître un dénouement
d'ici la fin de cette C'est année. ce que laisse entendre Abdoulaye Diop. Exactement. Il dit il va falloir laisser l'aspect juridique et peut-être s'apesantir sur le caractère politique de la question, tenir compte des relations qui ont jadis existé entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais est-ce que cela sera productif dans le délai imparti par la CEDEAO? Et c'est là où j'ai envie de dire qu'on arrivera probablement en janvier 2023 sans que ces soldats ne rejoignent le sol ivoirien, puisque même si Faye aujourd'hui fait un dégel politique, il y a quand même une certaine procédure qu'il faudra suivre. Et je pense que cette procédure ne va pas être aussi rapide que cela si on s'en tient à la tradition administrative dans le système auquel on appartient. Et donc, il y a de fortes chances que dans cet élan de vouloir quand même montrer que l'accélérateur dont mon confrère a parlé n'est pas forcément l'accélérateur, parce que j'insiste sur cet aspect, l'instance sous-régionale a peut-être s'est inscrite dans une dynamique de vouloir solder la situation, mais il a été clair ici que c'est la coopération bilatérale qui prend le dessus. Oui, ce que vous dites est quelque peu étonnant quand même, parce que on sait la CEDEAO, peut-être on la voit comme une institution, mais au final, ce sont des chefs d'État. Et on sait comment, on sait de loin, en tout cas de loin, comment ça se goupille, ces choses-là, des coups de fil par-ci, telle par la telle personne, au final, ce qu'on voit par la matérialisation de ces communiqués, c'est le côté institutionnel, mais on sait que, voilà, même quand même quand le Togo, on sait que par certains jeux de coulisses sont fuités dans une certaine presse, même avant que le Togo accepte cette médiation. Il y a certains grands pays de la sous-région qui ont donné leur quitus. Donc, vous n'allez pas me faire croire que le Togo et le Mali seuls sont restés dans une chambre et ont commencé par goupiller. Il y a beaucoup de chefs d'État qui interviennent. En effet, dans vous savez, il faut dire que le Togo a été pressenti comme le médiateur approprié depuis plusieurs mois déjà. Oui, parce que les Maliens ont estimé que leurs confrères togolais bénéficiaient quand même d'une certaine crédibilité qu'ils n'accordaient pas forcément. Oui, je ne voulais pas vous interrompre là, mais quand on regarde sur la période longue, on peut dire que le Togo a toujours sous-traité les dossiers de ces pays quelque peu en difficulté. Et ça, oui, le Togo a toujours été proche dans ces situations, les coups d'État. Le Togo a toujours été le pays vers lequel on se tourne pour ces négociations-là. Est-ce que faut forcément, c'est bien pour la sous-région, pour qu'il y ait un intermédiaire, mais quand même, est-ce qu'on doit s'en prévaloir vraiment? Toutes les jeunes militaires, si vous regardez bien ces dernières années, que ce soit le Burkina, avant, dès qu'il y avait un coup d'État dans la sous-région, quand il fallait négocier, les militaires préféraient aller vers le Togo pour faire intermédiaire. La crise ivoirienne, on va revenir là-dessus. Donc le Togo a toujours joué entre griffes, fait ce sale boulot, même si c'est productif pour les autres. Vous l'avez dit. Vous savez, quand on se retrouve dans une situation de crise ou de conflit, et qu'on veut passer à la médiation, il faut retrouver un acteur qui bénéficie de la crédibilité des deux parties ou des parties concernées. Ou qui sait y faire. Mais vous ne pouvez pas bénéficier de la crédibilité si vous ne savez pas y faire. Et c'est cela, en fait, qui est intéressant dans le cas togolais. Certes, on peut retrouver beaucoup d'aspects à critiquer par rapport à un certain nombre de respects, de principes sacro-saints, à l'aspect démocratique, mais par rapport à la capacité à rallier les parties en conflit, on doit admettre que cela fonctionne. Et c'est ce que souhaite l'espace sous-régional dans le cas pratique, dans le cas d'espèce. Maintenant, ce que je pourrais ajouter ou soulever comme élément pertinent, c'est cette dynamique dans laquelle on s'inscrit, que ce soit des parties tierces ou l'institution sous-régionale qui est le dernier mot, cela compte pour le Mali. Et c'est pour cela que la clarification est importante. Certes, les acteurs sont des acteurs qui sont membres de l'instance sous-régionale et il faut dire que la CEDEAO avait pris des sanctions à l'encontre du Mali, la CEDEAO avait pris des positions par rapport à l'aspect économique du Mali au sein de l'instance sous-régionale, mais le Togo individuellement, entre-temps, avait montré son mécontentement
par rapport à cette décision de la CEDEAO, même sa différence. Oui, si vous préférez le mot différence. Mais il n'était pas forcément dans cette dynamique-là. Et peut-être c'est ce qui a, à part d'autres aspects, qui a favorisé son caractère de médiateur. Et donc aujourd'hui, si on en vient au fait que les acteurs pris individuellement ont pu s'entendre et amener cette situation conflictuelle à un dénouement, c'est important que de dire que la CEDEAO a pu mettre fin à cette situation par sa stratégie. Personne ne le dit encore. Oui, personne ne le dit encore, mais cela semble, parce que quand on parle d'accélérateur, cela signifie que peut-être si la CEDEAO n'avait pas fait cette déclaration, ou n'avait pas donné cet ultimatum, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais je pense que même si la CEDEAO n'avait pas donné cet ultimatum et que les partis avaient décidé de mener cette démarche à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire qui fait le déplacement vers le Mali, c'est déjà important aussi. C'est pas le contraire, mais c'est la Côte d'Ivoire qui a fait le déplacement vers le Mali et il y a eu des échanges plus ou moins francs. Maintenant, le contenu du mémorandum est très intéressant pour qu'on puisse cerner les différents aspects de la question et qu'on puisse aussi apprécier l'implication de la CEDEAO. Voilà. Écoutez, par rapport à la CEDEAO, la Côte d'Ivoire n'est pas plus clean que la CEDEAO dans cette histoire. Quand je parlais tout à l'heure d'accélérateur, la CEDEAO n'avait pas la main sur la détente, sur la gâchette, du tout pas. La CEDEAO n'avait pas vraiment les outils pour que la crise puisse se décanter. Et je ne veux pas changer d'avis par rapport à la CEDEAO. La CEDEAO qu'on a aujourd'hui, c'est une CEDEAO qui a échoué. Qui a échoué par rapport à plusieurs situations conflictuelles, par rapport à la résolution de plusieurs crises politiques et par rapport au dégel de certaines crises qui auraient pu se décanter très simplement si la CEDEAO a été un tant soit peu sincère dans les négociations, transparent, et ça n'a pas été le cas. Donc, quand je prends le cas du Mali, la CEDEAO a tout faux. C'est une certitude aujourd'hui. C'est une certitude que la CEDEAO n'a pas du tout joué son rôle. Si vous voyez ce qui se passe pour la situation de ces 46 militaires, ou de ces 46 mercenaires, ou ex-mercenaires, si vous voulez maintenant. La CEDEAO devait admettre qu'ils sont des mercenaires. La CEDEAO aurait dû admettre qu'ils sont jouer des son mercenaires. rôle, c'est-à-dire le rôle que joue aujourd'hui le Togo. Le Togo fait partie de la CEDEAO. La CEDEAO a pris position. La CEDEAO a pris position. Et ça a été fatal pour le dégel de cette crise très tôt. Parce que, tenez-vous bien, ça fait 6 mois que la CEDEAO n'a pas changé du tout La de fusil d'épaule. La CEDEAO est restée. Pour être complet sur le dossier, la CEDEAO à un moment a envoyé des facilitateurs, la CEDEAO a négocié. À quelle fin? A négocié. À quelle fin? À quelle fin? Parce que quand on voit, il y a deux solutions. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Attention, en relation diplomatique, l'objectif d'une négociation n'a du tout pas pour finalité que ça n'aboutisse pas. Il y a des négociations qui n'aboutissent pas. On en voit tous les jours. Non, diplomatie ou pas diplomatie, il y en a tous les jours qui n'aboutissent pas. L'objectif n'a jamais été que ça n'aboutisse pas. Il n'y a qu'un seul objectif en diplomatie quand on envoie un négociateur, c'est que ça puisse aboutir. Oui, mais il se fait que ça n'aboutisse pas. Maintenant, les arguments de ces négociateurs de la CEDEAO, ce n'étaient pas des arguments qui étaient du tout enclins. On n'était pas là. On n'était pas là, donc on ne peut pas savoir. On a vu les résultats. Oui, les résultats. Là où on peut constater, on a constaté le résultat, c'est que ces négociations ont échoué. Hamzat Abdoulaye, on peut constater que ça n'a pas marché. Mais ne dites pas que sur 10 négociations sur l'échelle de la diplomatie mondiale, ne dites pas que ça marche à tous les coups. Ça ne marche pas. Ce que je vais dire, c'est que le dégel qui s'amorce prouve une nouvelle fois que la CEDEAO doit changer sa méthodologie. Sa méthodologie face à la prévention des crises. Sa méthodologie face aux crises. Parce que quand vous êtes face aux crises, il faut adopter une méthodologie saine qui puisse quand même mettre toutes les parties autour d'une table déjà et voir que la seule sortie, c'est la négociation, c'est la discussion. Les sanctions n'ont jamais résolu un conflit. Je vais prendre un exemple très simple et très basique. Regardez ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. C'est une leçon que le Mali est en train de donner aujourd'hui en termes de diplomatie. Une leçon diplomatique. Parce que un conflit, non seulement à la CEDEAO, mais à la communauté internationale, mais aussi
aux forces multilatérales, aux institutions multilatérales comme l'ONU, qui ont lamentablement échoué à résoudre ce conflit à la base, parce qu'à la base, on savait que l'OTAN était l'une des raisons qui ont conduit Poutine à attaquer la Russie, et vous avez la suite de l'histoire. Donc c'est une leçon diplomatique claire et établie, parce que si vous êtes face à un conflit entre pays frères, et vous ne pouvez pas mettre en avant des thèmes pour pouvoir mieux vous entendre. On avait parlé un temps d'un échange qui a été décrié à tort et à raison par certaines personnes, certains analystes, mais la finalité n'était que la sortie de la crise. Donc l'ONU, si je vous suis, pour vous, l'ONU devait obliger la Côte d'Ivoire à livrer les 3 fuyards ivoiriens, et des fois 3 fuyards maliens, et donc, puisqu'elle ne l'a pas fait, donc elle a échoué. Non, l'ONU n'a pas... Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que l'ONU fasse à la Côte d'Ivoire? Justement, vous dites qu'elle n'a pas le levier. Qu'est-ce que l'ONU peut faire? L'ONU a échoué lamentablement dans le dégel de la crise entre la Russie et l'Ukraine, parce que l'ONU, c'est... Non, moi je parle du Mali. Mais pour revenir au Mali, moi je souligne beaucoup plus l'échec de la CEDEAO. Et le Mali et la Côte d'Ivoire donnent aujourd'hui une bonne leçon de diplomatie à la CEDEAO, qui doit revoir ses paradigmes, qui doit revoir ses paramètres qui consistent à souffler sur le brasier à chaque fois quand il y a une petite tempête ou une étincelle de feu. C'est pas possible. Fort heureusement, on peut encore signaler que et la Côte d'Ivoire et le Togo sont bien à la table de la CEDEAO et votent en conséquence à chaque fois. Attention, les décisions. J'allais même vous citer l'exemple de Reagan avec Khrouchtchev. Attendez, il y avait déjà un conflit entre l'URSS et les États-Unis, ou le bloc occidental en son époque. Mais ça n'a pas empêché Reagan quand même d'émettre des coups de fil. On appelait ça la ligne téléphonique rouge avec Moscou. Donc l'implication des chefs d'État, non, du tout pas. C'est-à-dire les chefs d'État de la CEDEAO ont suivi une directive qui n'est pas du tout applicable. De qui? Une directive, c'est la même qui siège à la tête. Les mêmes dont vous parlez, c'est les mêmes. De qui? Quand vous prenez la CEDEAO, mais je vais citer Alassane Ouattara, par exemple, qui a quand même de la voix, qui se fait entendre, par exemple, dans les décisions. D'accord, Donc, aujourd'hui, si l'influence de la CEDEAO est régie par ses présidents, ça n'aboutit pas à grand chose, parce qu'avant tout, ils ciblent leurs propres intérêts dans le jeu. Donc la CEDEAO est à la solde d'Alassane Ouattara, c'est ça? La CEDEAO devrait être à la solde des peuples, déjà, parce qu'on a voulu... Oui, d'accord, mais à la limite, ce sont les peuples qui siègent autour de la table. Ensuite, la CEDEAO doit pouvoir plus avoir l'écoute par rapport aux différentes parties qui sont impliquées dans les conflits, et non les tierces personnes qui sont des présidents d'État qui ne connaissent pas forcément les réalités. Oui, mais c'est ce que vous demandez, de qui vous parlez exactement. Parce qu'autour de la table, il y a le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Togo, même quand on cite des différences, même quand on cite la différence de ces pays-là, le Togo a une diplomatie parallèle, jamais le Togo n'a remis en cause publiquement, en tout cas, l'adhésion de la CEDEAO. Ils ont siégé, ils ont voté. Donc c'est un peu contradictoire. Soit le Togo s'oppose, comme un État souverain le fait, le Togo ne s'est jamais opposé. Oui, il n'y a aucun sommet de la CEDEAO. Il n'y a aucun sommet de la CEDEAO. Même pas de réserve. Il n'y a aucun sommet de la CEDEAO. Même lors des sanctions, le Togo a quand même émis des réserves. Le Togo a émis des réserves. À des moments donnés. Et ça, c'est déjà schématique. On n'en refuse pas. On refuse, c'est tout à fait normal au sein d'une institution que chacun ait ses points de vue. Mais je dis, ça c'est factuel, il n'y a aucune décision de la CEDEAO sur le fait qui est donné lieu à une contestation d'un État qui est saisi autour de cette table. À partir du moment où la décision est émise, je pense qu'il y a très peu de personnes qui peuvent se prononcer. Exactement. C'est la décision. Mais ce sont les chefs d'État qui prennent les décisions. Oui. C'est tout ce qu'on dit. Ce sont les chefs d'État qui prennent les décisions. Et je dénonce cela. Il faudrait que la CEDEAO revoie ses paramètres, revoie ses paradigmes, parce que ça ne résout pas les crises qu'on a en Afrique. Alors, tout compte fait, il y a forcément nécessité pour la CEDEAO d'améliorer son dispositif. Dire que la CEDEAO a échoué lamentablement, je pense que c'est pas faire forcément justice à la CEDEAO. Peut-être par rapport à cette situation à laquelle on assiste, il y a des choses que la CEDEAO aurait pu faire autrement. Et parmi ces choses, l'une des grosses bévues en matière de conséquences ou d'impact, c'est bel et bien les sanctions. Les sanctions n'ont pas fonctionné techniquement par rapport aux attentes de ces sanctions. Les sanctions ont plutôt envenimé les choses et même contribué à mettre à mal les peuples au lieu de poser un réel problème au leadership. Maintenant, pour ce qui est de cette gestion de l'affaire des 46 soldats, il faut dire que tout dépend de la stratégie mise en place par la CEDEAO.
encore, nous ne sommes pas dans les secrets. Si d'aventure la CEDEAO avait pour dynamique de trouver, de rester dans sa position institutionnelle, c'est-à-dire nous fonctionnons sur la base des tests et aussi sur la base de l'entente de l'ensemble, pour ne pas dire la majorité. Et donc la majorité ont décidé de donner un ultimatum. Mais étant conscient de cette difficulté de mise en œuvre de cet ultimatum ou de sa capacité à pouvoir porter des fruits, ont décidé de passer par des coopérations bilatérales. On peut le dire. Mais ces coopérations bilatérales ne sont pas des coopérations menées officiellement par la CEDEAO. Cela aurait pu être une stratégie. Et si c'est le cas, chapeau à la CEDEAO. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est de voir la CEDEAO sous sa casquette officielle et institutionnelle mener des démarches qui visent à aller dans une dynamique de médiation. La CEDEAO, effectivement, comme vous l'avez dit au départ, a choisi des médiateurs, a choisi des hommes. Le président ghanéen a mené cette médiation-là au nom de la CEDEAO. La problématique... Non, écoutez, écoutez, c'est même pas la problématique. Vous êtes un père de famille et vous châtiez votre enfant la toute première fois. Et dans la foulée, vous lui remettez du chocolat. S'il est intelligent, cet enfant, vous pensez qu'il c'est pas s'il est intelligent, s'il est un adulte. Parce qu'il a des séquelles déjà. S'il est un adulte et sur son corps. Mais recentrons le débat. La CEDEAO n'a jamais sanctionné le Mali pour les 46 soldats ivoiriens. Non. À la base, non. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. C'est un problème qui a pour cela. précédé le problème des 46 soldats. On doit être d'accord que c'est une suite chronologique. C'est- Et quand on parle de suite chronologique, il y a un facteur clé qui est là. C'est-à-dire, il y a un précédent. On pense quand même que Mais ça, le Mali c'était n'a pas été le dû Mali, dans tous les cas. et la Côte d'Ivoire. Ce qui est arrivé entre le Mali et la Côte d'Ivoire participe d'une autre, on va dire, d'une autre haine ou bien Une autre dynamique. Vous vous entre souvenez, ces la deux dernière fois qu'on était en plateau, je faisais la différence entre l'aspect bilatéral de la question entre le Mali et la Côte d'Ivoire, cette question des 46 soldats, et la qualité régionale. Ce qui fait que, a priori, ce n'est pas de la compétence d'une institution régionale à vouloir s'impliquer au premier chef dans la résolution de cette différenciation ou de cette crise. Sauf si un pays membre en fait la demande, puisque cette question des soldats ivoiriens a été introduite par la Côte d'Ivoire sur la scène de la CEDEAO. Justement, même si un pays concerné en fait invite la CEDEAO, ce n'est pas dans une dynamique de sévir, puisque l'ultimatum a tout son poids. Quand on vous donne un ultimatum, c'est que à côté, il y a des sanctions qui se préparent. C'est-à-dire, si vous ne respectez pas cela, exactement, il y a des mesures. Et ce n'est pas de la compétence de la CEDEAO, c'est au fait cela. L'invitation que l'un des acteurs ou l'une des parties pourrait faire à la CEDEAO, c'est de venir en appui de médiation et non en appui de sanctions. Et c'est cela. Oui, mais au Canada, on dit, c'est pas comme si la CEDEAO avait commencé, parce qu'en fin de peut-être d'oublier tout ce qui a été précédemment. Ça a été, c'est une autre étape, on est passé à une autre étape. De la question. Il y a eu la médiation. Et la médiation a échoué. Oui. Techniquement, la médiation a échoué parce que si la CEDEAO éprouve le besoin à un moment donné de donner un ultimatum. C'est qu'il n'y a pas eu suite. Exactement. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'une institution dont fait partie la délégation togolaise, comme vous l'avez si bien souligné, ne soit pas capable de trouver une technique de médiation qui puisse porter des fruits et que ce soit des États pris individuellement qui arrivent à trouver cette situation qui semble porter des fruits. Oui. C'est une grosse question. Parce que la médiation, historiquement, peut-être à Joël Ateg, qui vient de nous rejoindre, va y répondre. Historiquement, pour cette question, c'est toujours un pays qui prend les devants. Oui, mais CEDEAO mandate un pays. Exactement. Mais ce n'est pas comme si tous les diplomates de la CEDEAO se donnent rendez-vous dans le pays pour parler. Oui, la question c'est, le Togo, est-ce que le Togo, dans ce cas spécifique, est mandaté par la CEDEAO? Non. C'est de cela que je parle. Pourquoi est-ce que la CEDEAO, en tant qu'institution sous-régionale, n'a pas été en mesure de mandater un État capable de porter une médiation qui puisse porter des fruits? C'est la grosse question et c'est la leçon au fait qu'on va être en train de donner à la CEDEAO, puisque là où la CEDEAO semble avoir
échoué en tant qu'institution capable d'entamer une médiation qui porte des fruits. On voit que le Togo semble réussir avec l'entente de la Côte d'Ivoire et du Mali. Cette question. Que dire d'autre, hein? Je partage absolument ce point de vue, d'autant que la médiation togolaise avait même commencé avant. La CEDEAO était en mauvaise posture, vu, disons, l'attitude guerrière, sinon agressive qu'elle avait vis-à-vis de la junte depuis le départ. C'est juste le lieu de préciser que les relations interpersonnelles sont malgré tout fondamentales pour la tenue, pour la bonne entente des États. Et en l'espèce, il est clair que entre le Togo et le Mali, il y avait déjà de bons go-between. Oui, c'est peut-être ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Peut-être que les jeunes se sentent très à l'aise avec le pouvoir togolais. Parce que c'est pas la première fois. C'est pas absolument le pouvoir togolais non plus. C'est M. Ducé qui est relativement connecté à M. Diop et compagnie. Bon, donc ils ont su mettre leur carnet d'adresses au service de leur pays et probablement de la paix dans la sous-région. N'empêche, on peut quand même considérer la leçon à tirer de tout ça et qu'il a pu y avoir non seulement des positions divergentes au sein de la CEDEAO, mais une espèce de concurrence pour je ne sais quel prix distinction qui a plombé les efforts des uns des autres. On observe que la délégation de la CEDEAO qui a été rencontrée, le président Goïta, conduite par le président de la CEDEAO, je crois le Bissau-Guinéen. Bissau-Guinéen, ça c'est après. Sinon la médiation pour les soldats, c'est le président ghanéen. Oui, le président ghanéen. Enfin, il était question qu'ils y aillent à trois avec le président togolais, qui s'est signalé par une absence assez remarquable pour reprendre la main comme ça. Qu'est-ce qui se joue? Et de toute façon, le Togo avait déjà pu parvenir à un premier résultat avec la libération des trois femmes soldats. Exactement. Bon, donc il aurait fallu juste continuer dans ce sens. Et au-delà même de tout ça, c'est le bilatéralisme en réalité. Et si finalement la Côte d'Ivoire daigne déléguer un ministre, pas des moindres, le ministre de la Défense, de toute façon, on l'avait déjà... Le chef d'état-major des armées. Le chef d'état-major. Et pourquoi n'a-t-on pas commencé par là? Oui, peut-être parce que il y avait les chefs religieux. Les choses ne sont pas aussi simples parce que ce qui est paradoxal, à la dernière CEDEAO, c'est encore la Côte d'Ivoire qui a remis. C'est pourquoi je me dis, c'est pas aussi facile. C'est encore la CEDEAO, c'est encore la Côte d'Ivoire, je veux dire, qui a remis ça sur le tapis. Alors pour quelques semaines après, donc après, les acteurs... J'ai la faiblesse de croire que celui qui est devenu président de la Commission au nom de la Côte d'Ivoire a dû faire du zèle entre les propos qu'il a tenus en rendant compte et le communiqué officiel. Il y a un gap. Oui, il y a un besoin de rappel à l'ordre parce que ça peut semer une zizanie incroyable dans la sous-région. Il a été bien au-delà de ce que le communiqué lui-même rédigé, enfin le texte écrit disait. Et il ne faut pas que les sensibilités nationales l'emportent quand il s'agit d'un travail d'une visée communautaire. Et, en tout cas, l'essentiel est que la bonne entente revienne, que chacun fasse les efforts qu'il faut. Il est notable que M. Abdoulaye Maïga, je crois le colonel qui a assuré l'intérim de Choguel Maïga comme Premier ministre, était de la délégation de la partie malienne qui a rencontré la partie ivoirienne. C'est dire que les plus grands belligérants finissent malgré tout par s'attabler pour discuter de comment se ménager une porte de sortie. Et le plus tôt serait le mieux pour qu'on passe à autre chose dans la sous-région. Il n'est pas heureux, par exemple, que pour la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO, les chefs d'état-major de la Guinée, du Mali, du Burkina, au moins pour ces deux pays qui sont le foyer, le siège des violences terroristes, il n'est pas heureux que ces pays se soient signalés par leur absence. On a besoin du Mali, du Burkina, voire de la Guinée. Et on a besoin également de mettre de la considération, de mettre les formes, pour tout dire, dans les rapports entre les États, voire entre les peuples, pour bâtir cet espace ouest-africain communautaire. Un dernier mot, puisqu'on a déjà... Écoutez, nous sommes au bout du tunnel et j'espère vraiment que ça va être une leçon retenue par la CEDEAO et bien sûr par
les institutions, les autres institutions multilatérales qui mettent très souvent la force, qui mettent très souvent les menaces, les ultimatums, au lieu de pousser les parties qui sont concernées par les différentes crises, surtout quand il s'agit des États bilatéraux, eh bien, ou des relations bilatérales, eh bien, c'est dommageable parce que la résolution de tout conflit est souvent précédée d'échanges, de négociations sincères, transparentes. Donc, on y est. Je pense que cette étape est terminée, mais pour autant, le Mali n'a pas fini avec ses problèmes avec les pays autour de lui, avec la CEDEAO non plus. Mais je pense qu'on est quand même sur la bonne route avec le Mali qui montre une nouvelle fois qu'il faut plus de résilience pour s'affirmer et s'affranchir surtout. S'affranchir de qui? Vous connaissez la réponse. La réponse est dans la question. Non, moi je ne sais pas. S'affranchir de qui? Mais s'affranchir, vous savez, ça fait combien d'années nous sommes indépendants en tant qu'État? Oui, donc s'affranchir de... La junte, junte aujourd'hui qui est aujourd'hui un gouvernement qui prend vraiment les rênes du pouvoir. Aujourd'hui, ils sont là depuis un moment. Ce n'est plus une junte. Ce n'est plus une junte, justement. Ce n'est plus une junte. Ça sort de votre bouche. Mais je suis juste en train de dire qu'ils sont en train de donner une leçon aux autres États africains. Pour qu'ils s'affranchissent. Pour qu'ils s'affranchissent. Vous ne souhaitez pas qu'il y ait des coups d'État aussi ailleurs? Non, je ne dis pas que le coup d'État doit être le moyen d'affranchissement. Mais il faut un affranchissement idéologique. Ça part de là. Idéologiquement. Ensuite, politique, quelle est l'idéologie, puis sociale. C'est inévitable. De nous affranchir. Vous avez vu, ils ont tenu bon. Oui. Et pour tenir bon sans une idéologie claire, eh bien, vous ne pouvez pas y arriver. Ensuite, politiquement, il faut aussi avoir une ligne claire. Et socialement aussi, il faut penser à votre population. Sinon ces trois facteurs vont mener les États... Nous allons déménager au Mali. Non, mais je dirais simplement que c'est une bonne nouvelle pour la sous-région. Pourvu que les acteurs respectent, parce que c'est ça en fait les acteurs politiques, pourvu qu'ils respectent le contenu du mémorandum que nous ne connaissons pas encore, pourvu qu'ils respectent ce contenu, parce que si nous ne connaissons pas le contenu, mais quand même ils se sont serrés la main, ils ont fait des déclarations officielles et publiques, ça signifie que ça arrange les partis. Et ce qui arrange les partis arrange la sous-région techniquement. Et donc on espère qu'ils vont le respecter. Et une fois de plus, je pense que la leçon est retenue. Pour qu'on ait un dégel, quelle que soit la situation conflictuelle, il faut que les acteurs majeurs s'asseyent autour d'une table et discutent. Juste ça, est-ce que ce que vous dites là est une révolution? Puisqu'il n'y a aucun conflit au monde de l'histoire qui n'y a échappé. Non, ce n'est pas une révolution. On finit toujours par parler. Ce n'est pas une révolution, mais c'est la capacité des acteurs à ne pas retenir la leçon comme il se doit, à sembler ne pas retenir la leçon comme il se doit, qui est inquiétante. Parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, mon confrère l'a dit, on aurait pu commencer par là. On aurait pu commencer par la délégation ivoirienne qui envoie des acteurs importants de la vie politique en Côte d'Ivoire, qui dépêchent une délégation au Mali, qu'ils s'asseyent et qu'ils discutent entre eux avant même de porter la question au niveau de la CEDEAO. Pareil pour le conflit qui se déroule aujourd'hui en Ukraine. Il aurait fallu simplement, techniquement, que certains acteurs s'asseyent. C'est ça le problème de l'histoire. Il aurait fallu. Donc voilà. Il aurait fallu aussi qu'il aurait fallu qu'Hitler ne fût pas attention, là vous êtes en train de froisser l'histoire. L'histoire n'a pas de biais retour. Oui, exactement. Donc, non. Ce que veut dire, c'est qu'il aurait fallu. Ce que mon confrère dit, c'est réel. C'est que si on avait mis en avant les discussions sincère, transparent. On n'en serait pas là. C'est une certitude. Les deux guerres auraient pu être évitées s'il y avait eu ça. Pourquoi la SDN a échoué? Pourquoi on est en train de dire que l'ONU a échoué? Parce qu'ils n'ont pas mis en avant ce facteur qui est très important et clé dans l'évitement des crises et des guerres. Là, on va peut-être faire de la philosophie. Avec des si, on peut refaire le monde. C'est tout ce que je dis. L'histoire n'a pas de biais autour. Ça, on le sait, ça, comme vous le dites, vous le dites comme ça. Mais si on vient la voie de la sagesse. Mais s'il peut éviter beaucoup de choses. On veut écouter la voix de la sagesse.
Non, mais c'est l'histoire qui me l'enseigne. C'est l'histoire, oui. Ouais. Le bon sens voudrait que les États fassent de leur mieux pour entretenir surtout des relations de bon voisinage. Voilà. Et pour la suite, il y a beaucoup de leçons et surtout de mécanismes à mettre en place, peut-être pour ne pas être pris au dépourvu. C'est ce qu'il faut dire. On n'a pas tout dit. C'est la question sécuritaire qui est au centre de tout et qui a besoin des efforts conjugués des uns et des autres. Quand au Burkina, par exemple, la rue ou l'opinion publique, d'une certaine manière, insiste pour que, en parlant d'affranchissement, les autorités aillent dans le sens d'un affranchissement, mais qui ne se fait pas, qui n'advient pas toujours. C'est-à-dire que la voie reste étroite et que, au besoin, et qu'il est nécessaire d'avoir un peu le regard avisé des uns et des autres pour se sortir de ce guet dans lequel on est. Ils sont décidés à s'affranchir aussi au Burkina. Nous décidions à nous affranchir aussi ici. D'avoir une relative hauteur, même si l'opinion publique milite pour un axe fort entre Ouagadougou et Bamako, qui a même commencé à se mettre en œuvre, des échanges de délégations, de visites, voire de bons procédés. Il se dit même que le Mali serait désormais le parrain du Burkina vis-à-vis de la Russie, vers la Russie, pour les acquisitions de matériel militaire, pour la coopération militaire. Voilà. Et à côté, on a un autre voisin du Burkina qui s'est mis également en tête, je ne sais pas, de titiller le petit frère d'en haut ou le petit capitaine qui, en évoquant une collusion ou en tout cas le recours. Vous parlez de la déclaration du président ghanéen pendant qu'il était aux États-Unis. Bon, fort heureusement, je crois qu'eux, ils ont été plus prompts à se ressaisir. On a mis en place, on a mis en œuvre les mécanismes diplomatiques de rappel, de consultation des diplomates, de protestation. Et puis, il me semble que le président Nana Akufo, même a eu la grandeur d'esprit d'envoyer une délégation vers le Burkina pour présenter les excuses. Non sans que le Parlement ghanéen est fortement critiqué et voilà, interpellé le président ghanéen. Donc c'est la preuve que dans une démocratie, quand le débat il est possible de faire les meilleurs choix possibles. Gageons que l'un dans l'autre, le Burkina, le Ghana, et nous aussi, par rapport à l'initiative d'Accra, on travaille à mettre sur pied le meilleur creuset possible pour être efficace dans la lutte contre le terrorisme. Voilà. Merci beaucoup, Joël Ataï Gadegbe. Je vous rappelle que vous êtes expert en gouvernance. Hamzat Abdoulaye, l'homme des scies, merci, consultant analyste géopolitique, merci beaucoup. Morgana Sogba-Metonji, consultant analyste géopolitique et collaborateur à l'Institut de formation et de recherche pour la paix et la sécurité internationale. Voilà, si les pays avaient pris la précaution de discuter avant, peut-être que ce plateau n'aurait pas eu lieu. Mais bon, non, le plateau aurait lieu, mais on serait en train de parler d'autres choses. Certainement. Merci à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres développements.